Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un sujet sur lequel nous considérons au sein de Smart Patrimoine qu'il faut faire toujours plus de pédagogie, ce sujet des arnaques financières. Comment décrypter une arnaque financière? Nous avons invité pour en parler et pour nous expliquer comment comprendre et décrypter une arnaque financière sur le plateau de Smart Patrimoine, Grégoire Vuarlot, le directeur du contrôle des pratiques commerciales à l'ACPR. Bonjour Grégoire Vuarlot. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va peut-être commencer par définir un petit peu ce que c'est que l'ACPR avant d'expliquer pourquoi vous avez cette légitimité à nous expliquer comment comprendre les arnaques financières et surtout comment essayer de les comprendre suffisamment pour les éviter, parce que c'est quand même le but pour un certain nombre d'épargnants aujourd'hui en recherche potentiellement de solutions de placement ou d'investissement qui peuvent se faire avoir alors massivement en ligne, on va le voir dans un instant. Juste avant, l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Quel est son rôle, déjà de manière générale, et pour faire comprendre à l'épargnant pourquoi on prend la parole ensemble aujourd'hui sur ce sujet? Alors, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c'est le gendarme des banques et des assurances, et donc il a une légitimité à s'intéresser aux arnaques financières. Bien sûr. D'abord de par la loi, puisque c'est une mission qui lui a été confiée après la crise de 2008, en commun avec l'autorité des marchés financiers, l'AMF, et donc l'ACPR et l'AMF travaillent de concert pour conduire toute action de prévention et de sensibilisation aux arnaques financières. Et puis, nous recensons également les arnaques qui nous sont signalées sur Internet, donc les listes noires des faux sites qui proposent des produits financiers frauduleux à la vente aux particuliers. Donc, en fait, finalement, vous êtes un petit peu le pendant de l'AMF, qui est l'AMF sur les marchés financiers, mais sur tout ce qui va concerner donc, banque et assurance. Donc, tout ce qui va concerner arnaque ou litige hors marché financier, ça va relever du rôle de la CPR. C'est ça, c'est exactement ça. Il faut savoir que dans les arnaques financières que nous recensons, 90% concernent des produits bancaires, soit des livrets d'épargne, soit des crédits. Et donc, c'est l'essentiel et c'est massif puisque depuis le confinement, nous avons vu fleurir les arnaques et les sites frauduleux. Pour vous donner une idée, nous recensions à peu près 300 faux sites en 2019 et nous en avons recensé 1300 en 2021. Ah oui, c'est exponentiel, effectivement. C'est exponentiel, donc 90% proposent soit de faux livrets d'épargne, soit de faux crédits. Oui, parce que quand vous dites que effectivement les arnaques concernent donc des produits bancaires, c'est bien des faux produits bancaires. C'est pas des produits proposés par des banques. On usurpe finalement l'identité d'une banque en faisant croire qu'on va proposer un produit tout à fait légal, alors que pas du tout. Il y a absolument rien derrière. Voilà. Donc vous avez deux types d'arnaques, soit des sites qui sont des sites sui generis construits par des escrocs et qui vont vous proposer des produits qui n'existent pas, soit des sites qui usurpent d'autres sites existants, des sites d'acteurs financiers légitimes, des banques, des courtiers, des intermédiaires financiers et qui vont se cacher derrière cette légitimité finalement. Bien sûr, cette fausse légitimité, ou en tout cas cette légitimité volée pour proposer des produits. Alors on va rentrer effectivement dans le détail parce que je pense que c'est le meilleur moyen de comprendre une arnaque financière, c'est de comprendre comment ça fonctionne quand finalement les arnaqueurs construisent même l'arnaque en question. Vous nous avez dit juste avant donc, que ça a explosé depuis 2 ans, depuis le confinement, en lien avec des recherches numériques plutôt de solutions d'investissement? Oui, vraisemblablement d'abord parce que tout le monde était chez soi et donc passait davantage de temps sur les écrans. Ensuite parce que le confinement a fait que l'épargne s'est un petit peu accumulée, n'a pas trouvé à se placer dans des investissements réels. Donc on cherchait à la placer et donc mécaniquement il y avait de l'offre et de la demande qui évoluaient. Les escrocs ont cherché à en tirer parti et donc on estime, le parquet de Paris dit que la fraude représente entre 500 et 700 millions d'euros par an. D'accord. Et il faut savoir que sur les produits qui sont le livret et le crédit, les arnaques peuvent aller très très loin, parce qu'on dit qu'en moyenne, l'escroquerie sur livret, c'est 72 000 euros, mais on a vu des cas à plus de 600 000 euros. Déjà 72 000 euros pour une personne, ça fait beaucoup perdu, parce que j'imagine qu'on peut les économies de toute une vie. Donc il faut bien avoir ça en tête. Et puis c'est tout le monde qui est concerné. Il n'y a pas vraiment de métier ou de classe sociale qui soit plus particulièrement visée. Peut-être les gens plus seuls ou plus près de leur téléphone dans la journée, mais
Ça touche tout le monde, ça touche votre entourage, ça vous touche vous, ça peut me toucher moi. Les arnaques sont très bien faites. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu comment elle fonctionne. Donc déjà, vous nous parliez de cette arnaque sur livret. Donc là, moi, quand vous me parlez livret, j'entends produit bancaire, j'entends produit bancaire peu rémunéré. D'ailleurs, dans la période actuelle, comment ça fonctionne aujourd'hui, ces faux livrets que vous voyez fleurir sur Internet? Alors justement, les escrocs vont utiliser cette connaissance que vous avez du livret, un produit sûr que tout le monde connaît, tout le monde en a autour de vous, et en même temps une recherche d'un rendement un petit peu plus important, Bien sûr, une oui. combinaison d'un placement sûr et d'un rendement plus élevé, et vont vous proposer des produits qui ne sont pas invraisemblables, même si ils n'existent pas en fait, D'accord, ils ne sont oui. pas proposés par les acteurs traditionnels, donc des livrets d'épargne à 3-4%. Et donc, vous êtes mis en confiance par cette connaissance du produit que vous avez, et puis par des techniques manipulatoires bien rodées de la part des fraudeurs. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord attirer votre attention sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec des bannières, de belles couleurs, Des un beau publicités graphisme, très, très classique, D'accord, finalement, oui. tout à fait Au même semblable endroit qu'on aurait vu des vraies publicités. Exactement, tout à D'accord. fait semblable aux publicités normales, légitimes. Et puis, ils vont vous attirer, soit par des messages, soit en rentrant en contact avec vous par téléphone, D'accord. par des messageries sur les réseaux sociaux. Et ils vont commencer à instaurer un dialogue avec vous. D'accord, donc il y a une personne au bout du fil qui échange avec nous comme si on avait notre conseiller bancaire au bout du fil. C'est exactement ça. C'est votre conseiller bancaire putatif. Alors, c'est parfois deux personnes pour accroître encore la légitimité. C'est-à-dire que vous pourrez appeler une deuxième personne et vous aurez l'impression de vérifier l'information et donc vous serez mis en confiance. Et ils vont donc vous soutirer vos informations bancaires. Ils vont vous inciter à placer votre argent sur un compte qui sera en fait un faux compte. D'accord. Enfin, un vrai compte, mais en tout cas d'une fausse banque. En tout cas, leur compte à eux, voilà, pas le eux. vôtre, oui. Cet argent va très vite disparaître pour aller sur un autre compte, qui ira encore sur un autre compte, qui partira de France et vous ne reverrez plus votre argent. Et D'accord. à ce moment-là, c'est extrêmement ennuyeux puisque l'argent en partie ne revient pas. Il faut aller déposer plainte auprès de la police, engager des poursuites. Mais c'est trop tard. D'accord. D'où l'importance de la prévention. Et donc là, en fait, on est. Alors, effectivement, il y a le marketing, on parle de livret ou autre. Donc là, ce que vous nous disiez, c'est que parfois, on va inventer une banque où on va simplement usurper l'identité d'une banque pour proposer ce mécanisme-là. C'est ça. C'est ça. Donc, en fait, on va Ça, trouver les usurpations ont vraiment explosé pendant le confinement, vraisemblablement parce que les escrocs avaient plus de temps pour peaufiner leur site Internet. Et donc, on a des sites Internet très ressemblants avec une adresse mail, une adresse URL qui change très très peu d'une ou deux lettres. D'accord. Et donc, vous êtes parfaitement trompé par ces usurpations qui représentent maintenant 60% des sites frauduleux que nous recensons. Et donc, cette usurpation se double d'un clonage, c'est-à-dire qu'on va créer plusieurs sites pour éviter de se faire fermer le site si jamais il est découvert ou pour multiplier les contacts avec les clients. Et donc, on a vu des sites usurpés et clonés 50, 60, 70 fois. Ce qui rend ce qui multiplie l'offre évidemment d'usurpation. Avant de passer au deuxième type d'arnaque qu'on a envie de mettre en avant aujourd'hui, si vous me dites que j'ai quelqu'un au bout du fil, voire même une deuxième personne au bout du fil qui peut me permettre de vérifier que la première personne fait partie de l'entreprise, puisque les deux sont complices et donc du coup vont me donner une fausse information. Si j'ai 50 copies d'un site qui m'inspire confiance, puisque c'est une marque que je connais et c'est une marque légitime qui a été usurpée, comment est-ce que je fais pour décrypter que c'est une arnaque financière? On va en parler après. Il y a des mesures de bon sens et puis il y a quelques vérifications à faire, puisque quand il s'agit d'argent, rien n'est jamais pressé. On peut toujours prendre son temps, le temps de vérifier. Si vous disposez de plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros à placer, ça vaut la peine de prendre son temps de vérifier. Bien sûr, appelez votre conseiller bancaire, par exemple, celui que vous connaissez, voilà. voire déplacez-vous en agence, parce que pour le coup, les agences ne sont pas encore usurpées à ce jour, ou en tout cas moins. Donc, vous pourrez vérifier tout ça. Deuxième arnaque financière qu'on voit beaucoup, alors là, c'est sur le crédit, sur le rachat de crédit. Tout à fait, et on appelle ça l'arnaque au faux courtier, c'est-à-dire que j'ai acheté une chaudière, des panneaux solaires, j'ai besoin de consolider mes crédits, de baisser mes mensualités.
Et donc, je vais chercher à consolider mes crédits. Et Bien sûr. éventuellement, je n'ai pas complètement confiance dans les acteurs traditionnels, donc je vais regarder sur Internet, sur les réseaux sociaux, et je vais tomber très vite sur des offres alléchantes de consolidation de crédit D'accord. de la part de courtiers qui sont des escrocs, hein, de faux courtiers, et qui vont me proposer, avec le même discours manipulatoire et la même mise en confiance, de consolider mes crédits. Et donc, ils vont me demander mes détails personnels. Bien sûr, de Ils toutes vont vos informations. Toutes mes informations personnelles. Ils vont souscrire pour mon compte auprès de vrais acteurs financiers, de vraies banques, un crédit, qui sera le crédit qui est censé consolider mes crédits précédents, qu'ils vont me faire verser. Je vais le toucher, donc tout ça est légitime. D'accord. Ils vont me demander de reverser ce premier prêt pour consolider les crédits précédents, c'est-à-dire pour rembourser les crédits précédents. Ce qu'ils se font fort de faire, sauf qu'en fait, ils ne vont pas du tout rembourser les crédits précédents. Ils vont récupérer l'argent. Ils vont récupérer l'argent, et moi, je vais me retrouver avec deux crédits, enfin, en tout cas, les anciens crédits et le nouveau crédit, et je serai 2 fois plus endetté. Parce que j'aurais souscrit le nouveau crédit auprès d'un organisme traditionnel vérifié. Voilà, c'est D'accord. ça, Ils m'auront volé l'argent qu'ils m'auront fait emprunter. Exactement. C'est un courtier, un intermédiaire. Hein, ce n'est pas la banque, c'est celui qui vous monte le dossier, qui récupère l'argent, et vous allez lui donner de votre volonté propre l'intégralité de l'argent qui vous aura permis d'emprunter. Qui vous aura fait emprunter. Et alors, donc, il part avec l'argent, pareil, et l'argent, vous ne le revoyez plus. Et l'argent, vous ne le revoyez plus. Alors, il nous reste peu de temps pour conclure. On aurait envie de comprendre en détail comment ça fonctionne. Mais alors, ça a l'air tellement complexe, en fait, l'ingénierie de ces arnaques. Comment est-ce qu'on fait pour les éviter? Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que l'on n'est pas en train de se faire arnaquer? Moi, j'avais un premier réflexe, mais qui ne fonctionne pas dans ce que vous nous dites. C'est que j'aurais tendance à considérer qu'à partir du moment où on m'appelle, où il y a une démarche proactive de la personne qui me propose un investissement, il ne faut surtout pas y aller. Mais là, en fait, ce que vous nous dites, c'est que parfois, on peut soi-même cliquer sur une bannière de son propre chef et se faire arnaquer derrière. Oui, alors, en fait, vous avez donné les principales solutions. Hein. C'est-à-dire qu'il faut d'abord prendre son temps et considérer avec précaution les offres qui vous paraissent mirobolantes. Il n'y a pas d'offre magique Bien sûr, dans la finance, ça n'existe pas. Il faut ensuite vérifier les informations par vous-même. C'est-à-dire que plutôt que de vous faire rappeler, il faut vous rappeler les gens que vous connaissez, que vous trouvez sur Internet, mais aussi ailleurs. Vous pouvez en parler avec votre conseiller financier à vous, qui existe, que vous connaissez et qui n'est pas un escroc. Voilà. Ensuite, il faut vérifier l'existence de ces acteurs, c'est-à-dire qu'il y a des registres publics, hein, l'ORIAS pour les intermédiaires financiers, pour les courtiers, Regafi pour les banques et les assurances, REFASU. Donc, vous devez prendre le temps de vérifier l'existence de ces acteurs, de vérifier leur existence légale. Et puis, il faut toujours réfléchir, c'est-à-dire vous dire, est-ce que c'est vraisemblable, est-ce que c'est crédible l'offre que l'on me fait, est-ce qu'on ne me presse pas trop, finalement, puisque j'ai le temps. Les placements miracles peuvent attendre 2, 3, 4 jours, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Oui, vous nous avez dit qu'on pouvait perdre jusqu'à 72 000 euros, voire jusqu'à 600 000 euros. On n'est pas à une semaine près pour perdre l'intégralité de ces économies. Merci beaucoup, Grégoire Vuarlot. On ne l'a pas mentionné, mais j'imagine qu'il y a une liste noire de la CPR d'un certain nombre d'arnaques et de sites Internet. C'est ça, vous trouverez ça sur le site Assurance Banque Épargne Info Service, ABEIS, qui est maintenu par la Banque de France, la CPR et l'AMF. Merci Grégoire Vuarlot. Je rappelle que vous êtes directeur du contrôle des pratiques commerciales à la CPR. Et merci à vous de nous avoir suivis dans Smart Patrimoine. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.